Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous propose de débuter ce dernier conseil communautaire de la mandature. Il y a beaucoup de sourires ce soir, c'est bien. C'est, je pense, le signe d'un long travail, en tout cas d'une belle énergie. J'ai un certain nombre de pouvoirs. Le premier concerne Josiane Pacta-Lafaille qui donne pouvoir à M. Huget, M. Berger qui donne pouvoir à Marie-Hélène Martin-Barlier, Mme Thibault qui donne pouvoir à M. Charrier et Mme Parpaillon qui donne pouvoir à M. Bonin. Madame Beau qui donne pouvoir à M. Jean Bourneau, M. Pelot qui donne pouvoir à Madame Peigné, et enfin Jam qui devrait arriver en cours de séance donne pouvoir à Brigitte Hibert. Merci. Alors, il nous faut désigner un secrétaire de séance, et je peux vous proposer ce soir, même si j'ai une petite idée de la personne qui risque de remplir la fonction, Gilles Vattiot, Lisiane Moreau ou Yann Pelletier. Lisiane, est-ce que tu veux remplir cette fonction? Non, j'ai pas la mémoire courte, je te le confirme. Donc Lisiane, avec plaisir, si tu veux bien remplir donc, cette fonction, merci. Vous aviez ensuite le procès verbal du dernier conseil communautaire, celui du 5 février 2026. Est-ce qu'il appelle des observations? Pas d'observation, à ce moment-là je vous demande de l'approuver. Des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Et puis ensuite, vous avez toutes les délégations consenties par vous-même et donc avec les décisions que j'ai pu prendre. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions? Très bien. Alors, je vous propose, comme d'habitude, pour ce conseil communautaire, une méthode, à savoir, on va travailler sur les budgets primitifs. Donc, je vous propose de tous les voir en revue et on reprendra le fil normal des délibérations. Ça nous permettra d'être plus efficaces, si vous en êtes d'accord. Très bien, je vous remercie. Alors, vous verrez que sur les budgets primitifs, vous avez dû voir qu'il y avait très peu de changements concernant le travail qui avait déjà été fait dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et donc le rapport que nous avions. On va vous proposer sur le fonctionnement d'inscrire, 35 527 940 € avec un équilibre bien évidemment en recettes et en dépenses, ce qui est exactement les mêmes montants qu'on avait pu voir le mois dernier. Je rappelle qu'on estime, qu'on n'a pas encore reçu nos CFU, mais qu'on estime notre CAFNet pour l'exercice précédent à un petit peu plus de 5 millions. Au niveau des dépenses, donc les charges à caractère général, on l'avait vu, on inscrirait uniquement 6 752 204 € pour cette année, puisqu'on a 1,5 million de moins du fait du transfert de toute la compétence déchets sur un nouveau budget qui s'appelle donc le budget déchets. Sur les charges de personnel, là aussi, on a une baisse, puisque un certain nombre d'agents seront transférés au budget SPIC, c'est 23 pour être précis. 37 autres agents restent sur le budget principal, mais vous verrez qu'on aura par la suite un remboursement du SPIC vers le budget principal. Donc là, sur les charges de personnel, on inscrit un tout petit peu plus de 13 millions, ce qui représente donc une baisse de quasiment 500 000 € par rapport à l'exercice précédent. Et donc l'explication principale, vous la voyez, donc c'est le fameux transfert des agents vers le SPIC déchets. Et malgré tout, on l'avait déjà évoqué, mais une augmentation sensible des cotisations CNRACL qui vont se poursuivre sur les exercices prochains. Et il n'est pas prévu de recrutement cette année sur ce budget, comme sur les autres d'ailleurs. Sur ce qui concerne donc les autres charges de gestion courante, là on a une baisse sensible, 4 millions, donc c'est quasiment 3 400 000 de moins que les années antérieures. L'explication là aussi principale, c'est la cotisation Trivalis qui était supportée sur ce budget-là. C'est 3,7 millions Trivalis, donc ils ne sont plus sur le budget principal, ils glissent vers le budget SPIC. Et puis ce qu'il faut relever, c'est le montant qu'on verse à l'agence d'attractivité, c'est un peu plus d'1,5 million sur ce chapitre. Je vais assez vite, mais encore une fois, c'est des chiffres qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Donc s'il y a des questions, vous m'interpellez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur les charges exceptionnelles, là, très peu d'évolution, 50 000 € comme les années précédentes. Et puis enfin, sur tout ce qui est atténuation de produits, principalement les attributions de compensation, on inscrirait quasiment 8,1 millions. Voilà pour la partie dépenses. Je suis extrêmement rapide, mais vu en commission finance, vu en débat d'orientation budgétaire,
et c'est des montants qui sont identiques et qui n'avaient pas appelé à l'observation en fait, au moment de la présentation. Sur la partie recettes, donc là, on a effectivement une augmentation sensible sur les produits et services, un peu plus de 3 674 000. L'explication, c'est le remboursement, puisqu'on va mettre à disposition, je vous l'ai dit, un certain nombre de personnel, et donc le budget SPIC viendra rembourser ce personnel, ce qui fait qu'on a 1 500 000 de plus sur ce chapitre. Sur les impôts et taxes, eh bien là, effectivement, on va perdre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais pour autant, je vous l'avais déjà dit, mais c'est important, on a une belle dynamique sur la CFE. Je vous rappelais qu'on était à 4 millions en 2023 et que sur l'exercice prochain, on estime arriver à 4,8 millions. Donc une dynamique qui s'explique par l'implantation des différentes entreprises sur le Vendéopole notamment, avec une croissance assez intéressante. Et puis une dynamique aussi observée sur la TASCOM liée forcément au coefficient qui a évolué, comme vous le savez. La vigilance, elle est en revanche, on s'était dit, sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, puisque là, on avait une diminution par rapport aux années antérieures. On était à 3,2 millions en 23 et 3 millions, comment dirais-je, un tout petit peu, 3 millions 65 000 en 24. Donc on voit que voilà, il y a un petit fléchissement. Ça veut dire que des habitations secondaires se transforment en résidence principale sur le territoire. Voilà pour cette partie-là. Pour ce qui concerne donc les dotations, subventions, participations, on inscrit 6 463 000, un petit peu plus de 3, quasiment 4% par rapport à 25. On estime voilà, une légère augmentation, sachant que la DGF, on est parti sur des montants légèrement plus importants, 2 675 000. Par rapport à comment on voit du budget, on sera plutôt bien. Et puis sur la CET, un tout petit peu plus d'1,5 million. Pour les autres produits des gestions courantes, produits financiers exceptionnels, donc là on inscrit un peu plus que les années antérieures, donc 1,41 689 000. C'est 13% d'augmentation. C'est en fait pour être cohérent avec les derniers exercices budgétaires, on était plus proche de ce montant-là, notamment lié à notre parc locatif. Les produits financiers, en fait, c'est le remboursement de la part de l'État des emprunts toxiques qui vont s'arrêter, ce remboursement en 29. Produits exceptionnels, comme les années précédentes, on a du mal à savoir, donc on met 100 000. Et puis, sur ce qui concerne les activations de charges, c'est les remboursements d'assurance liés aux arrêts des agents. Donc là aussi, difficile d'une année sur l'autre d'avoir un montant précis. Donc, on inscrit toujours le même montant depuis maintenant 6 ans, 105 000 euros. Voilà sur cette partie fonctionnement sur laquelle je suis allé extrêmement vite, je vous le concède, mais bon, je pense qu'il n'y avait pas eu d'observation au moment du DOB, donc je préfère passer un petit peu plus de temps sur l'investissement que j'aborde maintenant s'il n'y a pas de questions. Donc on inscrirait 4 545 747,62 €. Alors là, effectivement, il y a un écart, puisqu'on était à 14 386 246,18 €. Un écart très mesuré, mais malgré tout un écart de quelques centaines d'euros. Comment ça se décrit? On va le voir dans le détail. Pour les fonctions support, un peu plus de 2,8 millions. Le pôle aménagement, 3,6 millions. Le pôle service technique et environnement, 3 371 000. Et enfin, le pôle service à la population, 2 055 000. On insiste sur le fait qu'on a aussi une avance de trésorerie sur les budgets qu'on va verser au budget annexe. Et là, ça représente 2 millions. On inscrira 2 nouvelles opérations dans le cadre des APCP. L'opération qui concerne le schéma directeur des déplacements actifs, ce qu'on appelle le SDDA. Donc c'est 1,9 million au total qui vont se répartir sur 5 exercices budgétaires. Et puis également le projet de cuisine centrale, donc c'est 7 740 000, là aussi sur 5 exercices budgétaires. Donc pour l'an prochain, on propose donc d'inscrire un peu plus de 520 000 pour les fonds de concours. La communication, quasiment 80 000 €, sachant que sur ces 80 000 €, la moitié sont des restes à réaliser. L'informatique, un montant conséquent d'un peu plus de 500 000 €, mais là encore, la moitié, 256 000, sont des restes à réaliser de l'an dernier. Il y a eu des glissements. Concernant le pôle aménagement, donc là, on est pour la partie économie à un peu plus d'1 million. On aura notamment la signalétique des zones. Ça y est, enfin, c'est quelque chose, je crois, que j'ai inscrit tous les ans, voilà, depuis 6 ans. Mais je crois pouvoir dire, parce que le marché est lancé, que ça devrait se faire pour partie
en 2026. Concernant les aides aux entreprises, donc là on a un montant un peu plus conséquent que les années antérieures, puisqu'on inscrirait 600 000, mais sur ces 600 000, ce sont beaucoup de restes à réaliser. C'est des aides qu'on a déjà votées. On est en général sur 350 000 euros sur l'enveloppe des aides aux entreprises, donc on n'a pas plus en montant, c'est un glissement en fait, je dirais, de crédit par rapport à ce qui a été fait l'an dernier. Et puis l'Épinasse aussi, un glissement de crédit pour quasiment 200 000 euros avec l'ensemble des travaux là qui vont se terminer. Sur l'opération 81, donc c'est le réaménagement de l'OT de Luçon et de Saint-Michel, là aussi 242 000 euros de reste à réaliser. La mobilité, un peu plus de 865 000 euros, donc je viens de le dire, 400 000 euros pour le schéma directeur des déplacements actifs, et aussi des crédits de paiement sur l'opération mobilité, la 2404, qui concerne aussi les lignes de covoiturage pour partie. Donc c'est un peu plus de 400 000 euros qui devraient donc là aussi être opérationnels à partir de, on l'espère, septembre 26. L'aménagement du territoire, on a un gros volet sur le PLUI, 240 000 euros, et puis l'étude sur la stratégie de résilience qui se termine, ou sur laquelle on est à 275 000 euros aussi de crédit. L'habitat, l'énergie, un volet important, quasiment 900 000 euros d'inscrits. Là aussi, on a des restes à réaliser, mais malgré tout, sur l'opération LOPA-PTRE, puisque vous savez, ça a été très long, l'État à un moment donné a appuyé sur le bouton pause, sauf que les dossiers étaient en cours, donc résultat, on a un phénomène de report sur l'exercice 26, et donc on a besoin d'inscrire 666 000 euros, 853 euros sur cette politique publique. Déchets, services techniques, environnement, on est à 857 000 euros. Rien de particulier, ça concerne le CTI. Donc le CTI, pour faire simple, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où le CTI s'est fait, comme on dit, dans une zone d'activité, c'est le budget de zone qui a financé le foncier, d'accord ? Et ce qu'il nous faut maintenant, et c'est pour ça qu'on inscrit 857 000 euros, c'est racheter le foncier par le budget principal, qui ensuite va leur rétrocéder au budget SPIC. Bon, c'est pour que vous compreniez pourquoi il y a ces montants de 850. Comment l'assiette foncière est acquise depuis longtemps, le CTI est terminé, mais comme ça avait été porté par un budget qui n'est pas celui qui doit le supporter, on a un crédit et vous verrez que dans l'année, on fera une bascule vers le budget SPIC. Voilà. Tout ça est très clair, c'est très transparent, pour vous donner les explications. Sur le développement durable et l'énergie, 775 000 euros d'inscrits, et donc ça concerne tout ce qui est les projets de Vendée Énergie, donc les projets sur les communes de la Réorte, de Lérou, chez moi-même, et puis David, je ne sais plus, Luçon, très bien, merci. Ensuite, on a les bâtiments, 3 354 000, donc là, on souhaite faire des travaux dans un certain nombre de bâtiments nous appartenant, la maison de santé du Gué de Veluire, et puis celle de Chailly également. On a quelques travaux de réfection d'alessage sur Saint-Jean-d'Hermine et puis Trièze. On inscrit toujours aussi des crédits pour nos locatifs. Élément important sur ce poste-là concerne bien évidemment le siège, puisque là on inscrirait pour l'année à venir 1 750 000, et puis l'extension de la maison de santé Esculape, on inscrirait au titre de 26 539 000 euros. Voirie espace vert, un petit peu moins de 600 000 euros, un petit peu moins de 500 000 euros sur la partie voirie, et puis 100 000 euros pour des effacements de réseau dans les zones d'activité. Ensuite, on a donc le pôle service à la population et cohésion sociale, un petit peu moins de 700 000 euros sur la rénovation de la maison de santé de Saint-Jean-d'Hermine, et puis, on l'a dit tout à l'heure, l'extension. Ok. Ensuite, la petite enfance, jeunesse, 223 000 euros, qui sont en partie fléchés sur la cuisine centrale, la PCP, la cuisine centrale, 160 000 euros principalement. Pour le sport, on a 308 000 euros, 291 inscrits. C'est lié donc à des aménagements d'espaces extérieurs sur Port-Océane, et puis on a des remplacements à faire de masse citron sur l'Onicéane, et on souhaite, vous le savez, réaliser une étude de modernisation de l'Onicéane. Sur la culture, 71 000 euros, donc là, classique, les APCP pour l'acquisition de matériel de musique, et puis aussi pour du matériel sur l'espace culturel, c'est-à-dire l'écran qui projette ce soir a rendu l'âme et il est fraîchement remplacé.
de hier, dans les temps. Voilà sur les principaux investissements à venir. Bien sûr, comment on va financer tout ça? On l'espère à travers des subventions pour 1 755 036 €. Le FCTVA, vous le savez, pour cette année, on aura simplement le solde de 25, puisque on repasse en N+1, donc 1,7 million qu'on touchera que l'année prochaine. Ensuite, la CAF, je l'ai dit, un peu plus de 5 millions. On propose, pour équilibrer, d'utiliser nos excédents des années antérieures, 5 530 000. Et puis, pour que tout ça s'équilibre, on met un emprunt d'équilibre à hauteur de 2 millions pour arriver à nos 14 545 747 € 62. Voilà. Est-ce que ça appelle des observations, des questions? Alors, encore une fois, on n'a pas été très très originaux par rapport à ce qu'on avait pu faire il y a quelques semaines, mais on est dans une continuité. C'est un budget primitif. De toute façon, au moment des résultats, quand on aura les CFU, il y aura un budget supplémentaire à faire, certainement en janvier. Donc, mais on verra ça, en juin, pardon. On verra ça tranquillement. Laisser le temps aux équipes de faire ça pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget principal? Pas de questions. Budget annexe, pardon. Le budget atelier relais et pépinière, donc on propose d'inscrire 1 348 050 € en fonctionnement et 1 245 000 € en investissement. Les recettes principalement se sont liées, vous le savez, au loyer qu'on perçoit des équipements qui nous appartiennent dans ces zones. Sur le budget SPIC assainissement, donc là il y a une forte évolution, puisque vous savez, on a récupéré la compétence assainissement collectif au 1er janvier. Donc on inscrit 3 290 135 € en fonctionnement et 3 025 000 en investissement. Donc on va récupérer sur ce budget-là, donc on a récupéré des emprunts pour 6,8 millions, mais on va aussi récupérer les excédents pour moitié, c'était le deal, vous savez, convenu avec les communes, pour 2 500 000. Sur le budget SPIC, donc là on est à 9,3 millions, donc les montants, je le dis et je le redis, sont inchangés par rapport à l'an dernier. On a simplement modifié le système de paiement, vous le savez, en passant à la redevance, mais on est toujours sur 9,3 millions. On n'est pas allé chercher des recettes supplémentaires. C'est pas comme ça qu'on a construit le budget, donc je le redis. Le contribuable, il n'est pas plus taxé, il est taxé différemment, voilà, selon la composition du foyer. Mais le produit est le même. Et donc là, du coup, 9,3 millions en fonctionnement et 4 88 500 € en investissement. Il y aura tout ce qui concerne déjà la cotisation Trivalis, c'est près de 4 millions, vous le savez. Et puis, ce budget-là, la seule vigilance, mais vous l'avez en tête, c'est effectivement la trésorerie, puisque les premiers paiements, les factures vont se faire en juillet. Les premiers paiements vont arriver certainement en août. Donc, voilà, il faut être vigilant, parce que c'était quasiment 800 000 € qui tombaient tous les mois et qui ne tombent plus. Donc, vous faites des calculs comme moi. Voilà. Avec des chantiers importants qui vont démarrer, la crèche à Saint-Jean-d'Hermine, la maison de santé et puis le siège qui vont nécessiter là aussi des investissements et donc des besoins de financement. Malgré tout, on a aujourd'hui une trésorerie qui est quasiment tout budget confondu à plus de 8 millions. Donc, pour le moment, on va dire, pas d'inquiétude. Sur le ZAE, donc zone d'activité économique, on est en fonctionnement à 7 565 000 et 4,6 millions en investissement. Donc là, on a beaucoup vendu de terrain et c'est tant mieux. On va maintenant rentrer dans un nouveau cycle d'acquisition frontière sur Luçon avec le Sébastopol. Donc acquisition, viabilisation et également sur Saint-Jean-d'Hermine, vous savez, avec l'acquisition de Baudin qu'on va récupérer et qui va nous permettre là aussi de capter des entreprises, mais plutôt, on va dire, de l'artisanat, d'entreprises des zones de proximité, comme on les appelle. Donc après une période de vente importante, il y a un nouveau cycle qui arrive, cycle d'investissement pour continuer à accueillir sur le territoire des entreprises. Raison pour laquelle on va mettre des crédits à hauteur de plus de 3 400 000 sur ces acquisitions et extensions. Le Vendée-au-Pôle, 7,9 millions en fonctionnement, 6 618 700 en investissement. Donc là aussi, des recettes qui tombent. Je le dis parce que il y a Katana qui devrait arriver, mais surtout, je signe mardi des comptes de construction, donc un peu plus d'1,2 million qui vont là aussi arriver dans les comptes et en termes de trésorerie qui vont faire du bien, et Katana en plus. Tout ça va nous permettre d'être extrêmement confiants, comme je le disais, sur la suite, malgré
l'histoire de la redevance, on est bien avec ces ventes qui continuent et qui se font, et c'est tant mieux à la fois pour le territoire parce que c'est de l'emploi, c'est de la recette, on l'a vu avec la CFE, et en plus c'est vecteur de dynamisme, et puis ça fait pas de mal pour les finances de la collectivité, donc tout ça va bien. Voilà, sur les budgets annexes, est-ce que vous avez des questions, des observations, des points sur lesquels vous souhaitez que je détaille davantage? Non, pas de changement non plus encore, ou très peu par rapport à ce qui avait été vu le mois dernier. Sur la partie BP, reste à évoquer l'état de la dette. Donc, nous étions au 1er janvier à 31 295 757,35 €, et donc en ayant récupéré 6,8 millions d'emprunts liés au transfert de la compétence assainissement. On a quand même récupéré 37 emprunts avec ce transfert de compétences, dont 2 se sont éteints rapidement, mais ce qui a gonflé et augmenté notre encours de dette. Pour autant, on était au 31/12/2019, donc avant la mandature actuelle, à 47 millions d'euros d'emprunts. Donc on est aujourd'hui à 31 millions en ayant récupéré presque 7 millions sur l'assainissement. Donc on voit le travail parcouru. Et dans le même temps, on a investi sur le budget principal 36 millions. Donc c'est-à-dire vraiment le travail fait sur cette mandature, sur nos capacités de désendettement qui sont intéressantes parce que ça nous donne des perspectives, notamment par rapport aux équipements structurants qui arrivent sur le prochain mandat, même si, bien sûr, c'est la vigilance que j'avais eue la fois dernière, on avait un PPI extrêmement ambitieux qu'il faudra que les élus prochains réinterrogent, s'approprient, mais tout ça pour dire que le travail qui a été fait sur l'exercice 2026, c'est un travail qui permet, dans une période de raréfaction de la ressource, de se donner en fait de perspectives intéressantes pour la collectivité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des observations sur ces budgets primitifs pour lesquels les futurs élus se saisiront, ils pourront modifier à leur guise. En tout cas, on leur donne les moyens de travailler, surtout aux équipes, en attendant la période transitoire. On peut, en votant ce soir, leur permettre d'avancer. Des questions? Pas de questions? C'est que tout est clair, sans doute. On avance? Alors, ok, on va reprendre le fil des délibérations. La première, elle concerne donc le vote des taux d'imposition. Et là, je vais être très simple. On vous propose de maintenir les taux tels que nous les avions votés l'année dernière, à savoir 2% sur le foncier bâti, 1,93 sur le non bâti, 10,07 sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, et puis enfin, sur la CFE, 25,97. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Sur la GEMAPI, donc il nous faut faire un appel à produit à hauteur de 1 884 174 €. Donc après, ça se répartira comme d'habitude. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Eh bien maintenant, on va approuver l'ensemble des budgets primitifs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le 700, le budget principal. Donc on vous propose d'inscrire en fonctionnement 35 527 940 €, en investissement 16 819 633,62 € et de rappeler quand même qu'on peut procéder à des mouvements de crédit à hauteur dans la limite de 7,5% des dépenses réelles pour chacune des sections. C'est l'avantage du compte financier unique. Est-ce que des gens sont... Est-ce que des questions, pardon? Les gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Sur le 700 toujours, il faut nous voter les autorisations de programme et de crédit de paiement. Donc on propose de rajouter 2 opérations. Je l'ai dit, le schéma directeur des déplacements actifs et la construction de la cuisine centrale. Donc pour un montant de 1,9 million pour le premier et de 7 740 000 pour le second. 400 000 € sur les 3 premières années pour le SDDA et 350 000 € sur les 2 exercices finaux, 29 et 30. Pour la cuisine centrale, 160 000 € en 26, 200 000 € en 27 et 3,5 millions en 26, 3 560 000 en 29 et enfin 320 000 € en 2030. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Budget atelier relais et pépinière d'entreprise, donc là on propose en fonctionnement 1 348 050 € et en investissement 1 245 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Les gens sont contre?
S'abstiennent, je vous remercie. Sur le SPIC, du coup, en fonctionnement, 3 282 135 euros et en investissement, 3 025 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Les gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Le SPIC assainissement en fonctionnement 9 314 700 euros, en investissement 4 80 500 euros. Des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Le 705, le budget ZAE, donc on est sur 7 65 000 en fonctionnement, 4 600 000 en investissement. Questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Sur le Vendée-au-Pôle, du coup, 7 901 700 euros en fonctionnement et 6 618 700 euros en investissement. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Maintenant, on va procéder à des délibérations pour des subventions. Il n'y a personne de la Tranche-sur-Mer. Administrateur, Laurent, est-ce que tu es administrateur? Est-ce que tu sièges à la SPL? Oui, tu sièges de la Tranche. Ouais. Est-ce qu'il faut que tu sortes? Je suis désolé. Ça va être un aller-retour, je pense. Voilà, donc il n'y a plus d'administrateur de la SPL de la Tranche-sur-Mer. Donc vous le savez, tous les ans, en fait, on verse une subvention au titre des vélos régalades. Le montant il est de 1 960 euros. Et tout ça se déroulera en juin prochain, comme tous les ans. Est-ce que vous avez des questions sur cette subvention de 1 960 euros? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent. Je vous remercie pour la commune et la SPL de la Tranche-sur-Mer. On a ensuite une subvention pour la mission locale. Yveline qui vient d'arriver, je vais te demander de sortir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont membres ou du conseil d'administration de la mission locale? Sud Vendée? Oui, Hélène. Françoise n'est pas là. Alors, comment dirais-je, je ne vous rappelle pas l'émission de la mission, enfin, vous la connaissez, hein, ce que fait la mission locale. Il y a des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi pour les jeunes de 16 à 25 ans dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Le montant demandé cette année pour correspondre à ce qui se pratique finalement dans les autres territoires, notamment sur Fontenay, VSA et puis la Châtaigneraie, c'est de porter le montant à 1,50 € par habitant, population INSEE. Et donc le montant qui vous est proposé d'allouer cette année, c'est 83 296,50 €. Donc on a une convention d'objectif, bien sûr, compte tenu des montants versés. Est-ce qu'il y a des questions sur ces montants qu'on verse à la mission locale? Donc c'est un peu plus conséquent que les années antérieures, mais parce que on a été longtemps en dessous. Voilà. Donc ça aurait pu rester comme ça. Enfin, en tout cas, ouais, ça aurait pu rester comme ça, mais par équité, il est normal que tout le monde paie le même montant. Donc pour les 4 Comcom qui sont concernés sur la mission locale Sud-Vendée. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie pour la mission locale. Et puis je vais garder la main pour le point 12, puisque Philippe... Pardon, on va peut-être faire revenir par contre Hélène et Yveline. Yveline? Hélène? C'est bon, subvention votée à l'unanimité. Donc là aussi, on nous demande une participation au fonds de solidarité pour le logement, hein, vous le savez, certaines communes le versaient auparavant, mais maintenant c'est la Comcom
qui le fait. Donc on est sur 10 centimes par habitant et le montant qui nous est demandé, bon, c'est bien parce que là, il nous demande 5 511,50 €. Donc le nombre d'habitants n'est pas tout à fait le même chez les uns et chez les autres, mais on est un peu plus nombreux aujourd'hui que les 55 000 habitants, mais on nous réclame ce montant-là. Donc je vais vous proposer de voter ce montant-là de 5 511,50 € sur donc, le Fonds de solidarité pour le logement. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent. Et puis, avant de laisser la main et de revenir plus tard, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, de procéder lors de la prochaine séance communautaire, la séance d'installation qui aura lieu le 14 avril, d'accepter qu'on puisse faire les votes à l'aide du recours à un système électronique, ce qui devrait, à minima, nous faire gagner 4 heures au moins. Au moins. J'ai travaillé sur le sujet là, avec le prestataire. Ils ont déjà travaillé sur des collectivités bien plus grosses que les nôtres, avec beaucoup plus de délégués communautaires. Nous, ils nous annoncent 1h30 de vote. Autant dire qu'ils sont plutôt confiants. C'est rapide. Vous avez comment dirais-je, un équivalent d'une petite comme calculatrice comme ça, quelques boutons, voilà, le numéro du candidat, parce qu'on aura tous un numéro, pouf pouf, je clique, je valide, et c'est enregistré. Le président de séance clôture les votes, et bien sûr il informe avant qu'il clôture les votes. On sait que ceux qui n'ont pas voté, donc il peut relancer. Donc tout ça est extrêmement bien fait, et au moment où il clôt les votes, vous avez les résultats qui s'affichent derrière vous. C'est formidable. Voilà. Même si on regrettera peut-être Stéphanie et les membres, voilà, les agents, les 6 ou 7 heures, ou 8 heures, je ne sais plus, première installation, même les 10 heures, presque, on a passé une journée même où on a déjeuné sur place. Là, ce ne sera pas le cas. En tout cas, si vous êtes d'accord et si vous autorisez ce vote électronique, ce serait bien, vraiment. Alors, ceux qui ne seront plus là, ne votez pas contre, par malice. Soyez sympas. 14 avril, oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Tout est anonyme. Enfin oui, je ne l'ai pas dit, mais tout est anonymisé. Voilà, il n'y a pas de... Bien sûr. Les votes restent anonymes. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Un contre ? T'as raison. Des gens s'abstiennent ? Parfait, merci beaucoup, merci. Et je laisse la main à Pierre pour la suite. Bonsoir à vous. Donc, je suis chargé de vous présenter un marché que l'on veut prolonger avec prestataire pour la collecte des ordures ménagères et des emballages à la Tranche-sur-Mer, auquel s'ajoute aussi le marché de collecte des points d'apport volontaires des campings pour tout le territoire de la communauté de communes. Donc, finalement, sur ce marché-là, il n'y avait cette année qu'un seul candidat. Et donc, après étude de la CAO, il s'avère il rentrait dans les clous du projet, avec des coûts pas trop excessifs. Voilà. Donc, on vous propose, après analyse des offres et tout cela, de valider, d'attribuer le marché donc à Paprec Coved, qui est le prestataire actuel dans les faits, pour un montant au devis estimatif de 650 073 € par an. Voilà, puis d'autoriser, bien sûr, Monsieur le Président, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à cela ? Qui s'abstiennent ? Merci pour ce vote. À toi, Nicolas. Non, c'est moi, je crois. C'est moi. Donc là, il s'agit de parler d'un avenant, en fait, numéro 4. On a passé, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a conclu un marché public pour l'élaboration d'une stratégie de gestion des risques liés au changement climatique sur son territoire. On avait un marché dont la tranche ferme plus les options nous a amené à un montant initial de 152 375 € hors taxe. Et afin de faciliter la diffusion de la compréhension et de la stratégie par les élus, eh bien, les partenaires institutionnels et le public, et on a proposé de réaliser un livret pédagogique de synthèse, et on a un petit supplément qui représente un montant de 4 800 € hors taxe. Ça augmente de 3,39% le marché initial, ce qui nous amène à 146 225 € hors taxe.
Les répartitions financières entre les mandataires et les co-traitants seront ajustées en conséquence. Et donc, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver cet avenant numéro 4 et d'autoriser le président à signer les avenants ainsi que toutes les pièces nécessaires pour que cet avenant soit validé et exécuté. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des avis contraires? Merci. Bonjour à toutes et à tous. La délibération numéro 16 qui concerne un AMI, un appel à manifestation d'intérêt pour le déploiement des bornes électriques sur le territoire intercommunal. Juste pour vous rappeler qu'avec l'appui du CIDEV, la communauté de communes a sollicité les communes qui souhaitaient implanter des bornes électriques sur leur territoire. On a réalisé 2 réunions en 2025 à ce sujet-là, et donc on a identifié tous les potentiels et la répartition de ces bornes électriques sur l'ensemble du territoire intercommunal. L'objectif était d'avoir un maillage le plus cohérent possible et d'éviter que les prestataires aillent voir individuellement les communes les unes après les autres. Et vous vous doutez bien qu'il y a forcément des implantations qui sont intéressantes, d'autres un petit peu moins, et donc on risquait de voir quelques communes qui n'aient pas la possibilité de déployer de bornes électriques. Donc le souhait, c'était de travailler de manière collégiale pour, d'une part, que la communauté de communes porte cet AMI en termes de procédure et d'organisation, ça facilite le travail des communes, bien sûr, et puis d'autre part, je l'ai dit, pour avoir ce fameux maillage le plus cohérent et développer un réseau uniforme à l'échelle du territoire. Donc les emplacements sont identifiés, vous les avez en annexe, page 22 et suivante, vous avez la convention. Je peux juste vous les préciser, il y a 10 communes qui ont répondu, et sur ces 10 communes, il y a en tout 19 emplacements. Juste peut-être préciser que, outre les nouveaux sites qui sont liés au choix de ces communes, il y a aussi 5 bornes électriques qui actuellement sont propriété du CIDEV, qui basculeraient, ou qui basculeront en tout cas, en termes d'exploitation au prochain opérateur. Donc une fois que les emplacements ont été identifiés, l'objectif, vous l'avez compris, c'est désormais de lancer cette AMI pour trouver ces porteurs de projet, ou ce porteur de projet. On aura sans doute des négociations à apporter avec lui. Est-ce qu'il va vouloir prendre l'ensemble des 18 emplacements? Est-ce qu'il va sélectionner que certains? L'objectif pour nous, c'est bien qu'il prenne la totalité. Mais en tout cas, il y aura peut-être des discussions que l'on pourra conduire avec ces opérateurs ou cet opérateur-là. Et puis derrière, eh bien, il y aura aussi tout le conventionnement à faire avec les communes. Donc la communauté de communes porte cette AMI, mais derrière, vous n'êtes pas sans savoir que la communauté de communes n'a pas les prérogatives pour signer les conventions d'occupation qui seront réalisées entre cet opérateur et la commune. L'objectif, c'est de travailler sur une durée minimum de 15 ans. Et puis ensuite, eh bien, le montant de la redevance laissera ou sera libre en fonction des communes. Alors, il y aura sans doute une part fixe et puis ensuite une part qui sera modulable en fonction de l'assiette du chiffre d'affaires. Voilà, en résumé, l'appel à projet qui vous est proposé ce soir, donc d'approuver cet appel à manifestation d'intérêt et d'approuver les emplacements des communes tels qu'ils sont présentés dans le document annexé. Voilà. Est-ce que ça amène des discussions, des questions ou des commentaires? Alors, juste pour précision, certains, on a essayé d'avoir quelque chose de plus séduisant possible, c'est-à-dire le plus attractif pour avoir un opérateur qui réponde à cette AMI. Certaines communes ont souhaité ou avaient anticipé plusieurs emplacements, et puis on a discuté, on a regardé les critères. Il faut que ces critères, notamment, apportent une plus-value pour l'implantation de ces bornes électriques. Donc, certaines communes ont souhaité soit se retirer, soit diminuer le nombre d'emplacements qu'ils avaient initialement identifiés sur leur territoire. En tout cas, je voulais aussi les remercier pour que, justement, on ait quelque chose qui soit le plus attractif pour cette AMI et être sûr d'avoir un porteur de projet qui soit intéressé pour ces 18 emplacements. Oui. Alors, il a été fait en 2025. On a dû commencer à l'automne, je crois, à peu près. Oui. On a sollicité les communes qui souhaitaient, enfin toutes les communes d'ailleurs, ont été sollicitées à ce sujet-là.
Et donc ensuite, on a retravaillé les propositions des communes qui avaient répondu à cette demande-là. Je soumets à vos votes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, n'étant pas arrivé, je vais vous présenter le point 17 qui concerne donc la constitution et l'adhésion à un groupement de commandes pour l'entretien et la réparation du matériel de défense extérieur contre l'incendie. Marché que certains connaissent bien, hein, puisque on avait déjà un groupement de commandes et qui va s'arrêter au 31 décembre 2026. Donc on vous propose de constituer une nouvelle convention constitutive d'un groupement de commandes afin de définir le fonctionnement du groupement et puis je dirais d'identifier les besoins de l'ensemble des parties. Donc bien sûr ce serait la communauté de communes qui serait le coordonnateur du groupement et qui va s'occuper bien sûr si c'est nécessaire et ce le sera de passer par la commission d'appel d'offres. Donc voilà tout simplement ce qui vous est proposé à travers cette délibération. Il faut créer un groupement de commandes pour l'entretien et la réparation du matériel de défense extérieure contre incendie. Et puis, en tant que d'adhérer au groupement de commandes pour ce fameux groupement. Et de dire que bien évidemment les termes de la convention constitutive et que la Comcom aura le rôle de coordinateur de ce fameux groupement de commandes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent. Merci. Point 18, donc c'est dispositif d'aide financière pour l'entreprise DG Guéry. C'est en fait la SARL DG Contrôle qui fait des contrôles réglementaires et de mise en service d'engins de levage et qui avait augmenté son activité avec des formations. Ils nous ont acheté un terrain, si vous vous en souvenez, ça fait 3-4 mois. Sur lequel ils vont mettre donc un bâtiment pour un coût de 397 523 €, dont 371 273 qui sont éligibles au plan numéro 2 pour une subvention de 15 000 €. Voilà. Le but donc est d'accorder cette subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Le deuxième, c'est une attribution aussi de subvention pour SCI Marouin Postier. C'est en fait ces grains d'épi qui produit donc des pâtes, comme vous le savez. Ils ont produit 18 tonnes en 2022, 50 en 2025 et ils en visent 80 en 2026. Ils ont acheté donc un terrain. Ça fait un petit moment, de 1250 mètres carrés, avec 500 mètres carrés de bâtiments qu'ils vont faire sur place. Et donc, il y a 235 000 € de travaux, 175 000 qui sont éligibles au dispositif numéro 2. Et donc, ce serait de leur accorder une subvention de 15 000 €. Y a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Oui. J'attendais. Je ne l'entendais pas, mais je l'attendais. Ça, c'était le point 19. Le point 20, c'est la cession d'une parcelle de terrain cadastrée 6-3 rue de l'Épaude dans la zone d'activité économique de Fermeneuve sur la commune de Luçon. C'est en fait l'entreprise Propose qui, avec l'entreprise APL, qui sont les artisans du pays luçonnais, ils vont se mettre ensemble sur un bâtiment parce qu'ils sont complémentaires dans leurs activités. Donc, c'est la SCI Eve qui va faire le bâtiment, 500 mètres carrés. Et donc, on va leur vendre ce terrain qui fait 1319 mètres carrés au prix habituel pour cette zone de 25 € hors taxe le mètre carré. Voilà. Donc cette zone, elle se complète bien. Je pense que c'est déjà la 5e société qui sera sur cette zone, donc c'est intéressant. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de céder cette parcelle de 1319 mètres carrés, où il y aura donc un grand bâtiment avec un showroom et ainsi de suite, au prix de 25 € le mètre carré hors taxe. Des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci.
Le 21, c'est l'acquisition d'une parcelle 6, le Bosnard Nord, dans la zone d'activité économique du même nom à Chanay. Donc en fait, on rachète une petite parcelle de 228 mètres carrés. Et en fait, vous allez voir, c'est pour la revendre. On l'achète à 770 €. Et en fait, c'est pour la revendre à un monsieur Stéphane Nicolo, en fait, qui l'utilise juste à côté. Donc l'idée, c'est d'acheter cette parcelle à 7,70 € auprès de la commune de Chanay. Il y a 228 mètres carrés. Pour quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non, merci. La suivante, c'est la vente de la parcelle à monsieur Stéphane Nicolo au prix de 10 €, parce qu'on a mis les frais de notaire inclus dans ce prix. Quelqu'un a une question? On va passer au vote. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. 23, c'est la vente d'une parcelle à Saint-Martin-Lars à Sainte-Hermine. Là, en fait, c'est un terrain qui est déjà utilisé par la commune. Pour une partie, c'est une voie d'accès desservant le lotissement. La deuxième partie du terrain, c'est pour faire une réserve pour l'éventuelle extension du lotissement d'habitation qui est à côté. Et en plus, c'est la commune qui entretient déjà ce bâtiment. Donc l'idée, c'est de vendre tout ça à 5 500 €. A-t-il des questions? Quelqu'un est-il contre? Non. S'abstient? Non. Merci. J'ai fini pour moi. Très bien, merci. 24e délibération, donc c'est la passation d'un avenant donc à la convention, donc c'est un avenant numéro 2 à la convention entre l'EPF, comme traditionnellement on les passe, la communauté de communes et la commune de La Réorte. Donc en fait on rappelle qu'effectivement il y a une convention qui a été passée donc entre ces trois entités le 7 juin 2022 qui concerne un îlot, donc l'îlot de Féol, le long de la RD 137, et qui vise à réaliser un projet de renouvellement urbain sur cet îlot. Elle couvre plus précisément 43 parcelles. Moi, je ne vais pas vous les citer. Elles sont classées en zone OPUI, soit sur une surface totale de 12 473 mètres carrés. Il est proposé donc à l'Assemblée de modifier la convention, d'augmenter, en fait, le principe, c'est d'augmenter la durée de la convention foncière, donc de 3 années supplémentaires, soit sur une durée totale de 7 ans, afin de permettre d'aboutir les négociations foncières et d'engager les travaux de déconstruction, d'augmenter le budget pour prendre en compte des acquisitions complémentaires et de déconstruction, et mettre en œuvre avec un engagement financier plafonné à 600 000 €, et de permettre à la commune de payer des avances sur succession si nécessaire, suivant les modalités détaillées dans l'avenant. Donc on vous demande d'accepter la passation de cet avenant numéro 2 entre donc la communauté de communes, l'EPF et puis la commune de La Réorte. Avez-vous des remarques? Et bien sûr d'autoriser le président à signer toutes les pièces. Non, on soumet à votre vote. Qui est contre, qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. La 25e délibération, c'est le retrait de délégation donc d'exercice du préemption de droit urbain donc, entre l'EPF et avec la commune de Luçon. Donc c'est par rapport à une convention donc, qui date de juin de 2023. On rappelle effectivement que cette première convention a été passée donc, et elle est échue donc, depuis le 22 juin 2025. Elle est remplacée par 2 nouvelles conventions, mais sur des périmètres qui sont plus restreints. L'une concernant l'îlot de la Cloche d'Or, signé le 15 juin 2024, et l'autre sur l'îlot qu'on appelle l'École du Centre et Hôtel du Croissant, signé le 21 octobre 2025. Il convient donc de retirer à l'établissement public foncier de la Vendée l'exercice du droit de préemption urbain qui lui avait été délégué sur l'ensemble des parcelles figurant sur la première convention. Ces parcelles donc, apparaissent dans le tableau que vous avez. Je ne vais surtout pas vous les citer parce qu'il y en a un certain nombre. Et puis, donc, il vous est donc proposé de retirer la délégation donc, qui a été attribuée à l'EPF en matière de préemption urbaine sur les parcelles visées dans le tableau annexe. Avez-vous des remarques particulières? Non.
On soumet à votre vote qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité, je vous en remercie. La 26e délibération, donc c'est encore une délégation, cette fois, c'est partiel du droit de préemption urbain sur la commune de Luçon avec l'EPF, donc dans le cadre effectivement donc de certains périmètres. Alors on vous propose effectivement, après avoir retiré donc sur la précédente délibération le droit donc de préemption urbain, il vous est proposé cette fois-ci de déléguer à la commune de Luçon le droit de préemption urbain, donc sur donc les secteurs qui sont non compris dans les nouvelles conventions passées entre l'EPF et la commune de Luçon et la communauté de communes sur les parcelles qui sont précitées, et de déléguer à l'établissement public foncier de la Vendée l'exercice du droit de préemption urbain sur les périmètres plus restreints qui figurent sur les deux nouvelles conventions, à savoir celle donc de l'îlot du Centre et du Croissant sur les parcelles cadastrées donc sur une surface totale de 8 977 mètres carrés, dont 6 888 mètres carrés réellement urbanisables, et également sur l'îlot de la Cloche d'Or, soit des parcelles qui sont cadastrées pour une surface totale de 2 318 mètres carrés. Voilà, donc ce qui vous est proposé, donc, c'est de déléguer l'exercice du droit urbain donc, dans les conventions donc, entre l'EPF et puis la commune de Luçon, et de déléguer l'exercice du préemption de droit urbain à la commune de Luçon pour les parcelles qui sont indiquées. Avez-vous des remarques? Oui, allez-y. Oui, pardon. Ben, normalement, il y aura peut-être des avenants. Non, on ne les a pas, les documents. Effectivement, ils n'ont pas été joints. Pour l'instant. Je pense qu'on pourra les communiquer, oui. Oui, effectivement, ils n'étaient pas dans les annexes. Hein. Pour les deux délibérations. Pas de souci. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Maintenant, on est donc sur le débat d'orientation général du projet donc le PADD, un projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, ce que l'on va faire, ce qu'on vous propose, c'est, je pense qu'il y a donc une pièce jointe qui va être projetée, voilà. On va vous présenter un petit diaporama. Je vais essayer d'aller assez vite parce que si on doit refaire le PADD, la lecture elle est très très longue. Je vais surtout en fait simplement vous dire les rajouts qu'il y a eu, les modifications qu'il y a eu sur le PADD, donc dans différentes thématiques. Bon, tout d'abord, vous savez qu'il a été prescrit en 2021 et arrêté en 2025. Malheureusement, il y a eu donc des avis défavorables des PPA et aussi de certaines communes. Donc la nécessité de faire évoluer le document et d'envisager un nouvel arrêt. On a décidé donc d'améliorer le dossier du PLUI, en particulier avec un effort important sur la modération et la consommation d'espace, à vocation d'habitat, d'économie et touristique. De faire un effort particulier aussi sur la qualité des espaces à urbaniser. Une démarche donc a été entamée avec les communes et avec le bureau d'études qui nous accompagne. Il y a eu des rencontres communales en octobre et en novembre pour réduire les consommations d'espaces naturels, agricoles et forestiers. D'où la nécessité aujourd'hui donc de débattre à nouveau sur ces orientations. Deuxième slide. Merci. Bon, je ne vous redéfinis pas les orientations générales du PADD, on les connaît tous. Hein. C'est bien sûr les politiques d'aménagement, que ce soit donc l'équipement, l'urbanisme, les paysages, les protections des espaces naturels. Ça concerne également bien sûr l'habitat, les transports, les énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, etc. Et puis le PADD fixe surtout des objectifs chiffrés pour la modération des consommations d'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Les 4 axes, vous les connaissez, on les a déjà vus à plusieurs reprises, on les a dit. Aller vers un territoire donc, qui réponde aux besoins des habitants, qui consolide les atouts et affirme les ambitions donc, de notre territoire, vers un territoire aussi qui s'inscrit dans l'anticipation des dérèglements climatiques, qui sont vraiment aujourd'hui, qui nous imprègnent tous, et puis un territoire rural aux richesses préservées, socle de l'identité du Sud-Vendée littoral.
Donc la poursuite de la démarche ne remet pas en cause donc, notre projet de territoire, bien évidemment, surtout qu'on estime une projection d'augmentation de 7% de la population aux alentours de 2041. Hein, mais il faut donc faire des efforts collectifs et individuels des communes qui ont été faits donc, dernièrement dans les mois précédents, et on vous remercie bien évidemment de ces efforts. Alors, tout d'abord, renforcer les pôles définis dans l'armature du territoire, donc bien évidemment avec la commune nouvelle de Saint-Jean-d'Hermine. On précise également donc, dans cet axe 1 l'importance de l'attractivité et le dynamisme des pôles touristiques du littoral. Hein, on précise également concernant l'offre de reformuler l'effort du territoire concernant la production de logements abordables. Hein, et on prévoit également une programmation minimale de 15% de logements dans les grandes opérations d'aménagement d'ensemble. Slide suivante. Non, slide précédente, pardon. Voilà. Non, suivante. Ah oui, parce il y en a deux dans une. Non, mettez la suivante, s'il vous plaît. Merci. On s'affiche aussi de répondre aux enjeux de mobilité du territoire, bien évidemment à travers les liaisons douces et cyclables sur les communes rurales et sur les pôles identifiés de l'armature territoriale. On prévoit également des aménagements de l'offre de transport en commun et la structuration donc, de l'offre de covoiturage. Et aussi, on s'attache à vouloir maintenir le projet d'ouverture de la halte TER Annalier. Hein, on le fixe. On propose aussi donc, d'aménager et de guider les aménagements vers une mutualisation des places de stationnement pour réduire ces problématiques. On prévoit également, donc, dans l'accueil à la population, de produire 330 logements supplémentaires par an. Dans la structure du développement économique du territoire, on oriente le développement des commerces et des activités dans les espaces commerciaux périphériques qui sont identifiés dans le SCOT. On conforte aussi les dynamiques touristiques, notamment sur le secteur littoral, donc en développant l'offre d'hébergement touristique hors zone littorale, de développer les activités touristiques et culturelles, en particulier dans les communes du nord du territoire. Donc, tout ça, on le reformule à travers donc, ces axes. Dans l'axe 3, maîtriser l'urbanisation dans les conditions permettant de prévenir les risques. On prépare le territoire effectivement à une stratégie compte tenu du recul du trait de côte, qui est tout à fait prévisible malheureusement, et de réduire la consommation foncière en favorisant les réinvestissements des tissus urbains existants, d'une manière générale optimiser sur l'ensemble des zones urbaines les possibilités de construction au sein des enveloppes urbaines existantes, tout en garantissant une bonne insertion du bâti au regard notamment des hauteurs et sans préjudice de différenciation nécessaire notamment au regard des risques et principes de la loi littorale. Ça, c'est assez important. Dans un effort général de densification, on prévoit notamment une densification minimale brute de 15 logements à l'hectare en extension pour toutes les communes, moduler également les densités moyennes par commune en fonction des niveaux de l'armature urbaine et des bassins de vie et en cohérence dans le cadre de la loi littorale, notamment pour les espaces proches du rivage. Réduire également le rythme de consommation d'espaces agricoles et forestiers dans le respect des normes supérieures, avec une consommation totale de l'ordre de 185 hectares pour la durée du PLUI. On en était à 284 hectares, souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière. On a dû malheureusement réduire d'environ 100 hectares. Voilà, donc on voit le tableau justement qui précise que l'on diminue effectivement, que l'on passe à 185 hectares sur la durée du PLUI concernant le volume global. Hein, on définit effectivement les 350 hectares donc entre 2011 et 2020 et les 25 hectares retenus par an depuis 2021, donc diagnostic qui est déjà chiffré. Et puis la densité de 15 logements à l'hectare hein, en modulation territoriale. On a précisé par contre, concernant les logements sociaux, qu'on a supprimé le mot locatif, car aujourd'hui, dans la production de logements sociaux, on doit permettre de plus en plus d'élargir à l'accession sociale pour les habitants, plutôt que d'être que sur du locatif. On augmente également la production d'énergie renouvelable
hein, et on souhaite permettre le développement des projets d'installation d'ouvrages de production de photovoltaïque au sol. On veut permettre également le développement des projets donc, avec les énergies renouvelables, notamment à travers le bois et via les ressources locales. Oui. Ça fonctionne. Vous voyez que la technologie, hein, quand ça veut. Non, alors là, on parle de photovoltaïque au sol, et on précise quoi exactement? On précise rien, ça veut dire qu'on peut avoir de l'agro-photovoltaïque, non? Non, parce qu'on a pris des résolutions contre, justement. Et donc, photovoltaïque au sol, ça veut dire quoi en français? Oui, non, mais j'ai bien compris que c'était au sol, je suis pas bête, hein, mais en fait, il faut peut-être préciser. Il y a des critères qui ont été définis et on a défini un zonage sur l'ensemble du territoire intercommunal avec des critères spécifiques qui identifient les zones dites incultes par rapport, en tout cas, à la problématique agricole. Et donc, pour permettre le développement du photovoltaïque au sol sur ces zones-là, par exemple des anciennes déchetteries, des zones, voilà. Et donc, ils sont identifiés dans le cadre en tout cas, ils sont annexés, ils sont dans le zonage. Et effectivement, on ne parle pas d'agrivoltaïsme ici, on parle bien de photovoltaïque au sol. On a mis en place effectivement, donc avec la SEM, donc, on a tout un plan d'action avec des ombrières qui vont être mises en place aussi sur le territoire. Sur l'axe 4, donc, vers un territoire donc, rural, richesse préservée, on veut protéger le bâti, hein, donc on affirme en assurant la spécificité des caractéristiques urbaines et architecturales des constructions pour les communes urbaines du littoral également. Hein, on les fige aussi. On veut faire aussi des continuités écologiques, la colonne du territoire, tout en assurant la préservation des réservoirs de biodiversité, protéger l'ensemble des zones humides du territoire, permettre le maintien des corridors fonctionnels et la restauration des corridors dégradés. On veut inscrire également donc, le développement du territoire en cohérence avec les principes de la loi littorale, tels que traduits dans le SCOT, notamment à travers la continuité de l'urbanisation des agglomérations et des villages, le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage et la préservation des espaces remarquables et des coupures d'urbanisation. Voilà très rapidement donc brossé les termes qui ont été redéfinis donc, à travers le PADD. Hein, ce sont les nouvelles formulations qui ont été exprimées et qui sont aujourd'hui donc, dans ce document que l'on vous demande effectivement ce soir d'approuver. Oui, allez-y. Bon, ça marche. Oui, je disais, au terme des débats qui ont lieu au sein des conseils municipaux sur le PADD, notamment certaines remarques ont été faites, et notamment dans la mienne, sur l'implantation des antennes relais téléphoniques. Aujourd'hui, aucune obligation de mutualisation n'est faite, n'est réglementaire. Et du coup, quand un opérateur veut implanter une antenne relais, il s'implante. Et puis, si demain, un deuxième opérateur veut en implanter, je sais qu'il y a une commune qui doit être concernée par ce système-là. Donc, on multiplie les antennes et on n'a qu'un seul opérateur sur chaque antenne. Et je trouve ça déplorable dans nos petites communes. Peut-être que dans les grosses, c'est un peu moins important. Mais en tout cas, dans nos petites communes, avoir 4 poteaux pour mettre 4 réseaux téléphoniques différents, 4 opérateurs, je trouve ça débile. Voilà, on va mettre le mot qui va en face. En tout cas, sur ma commune, je suis concerné puisqu'on a une demande d'implantation d'un réseau. Et demain, si j'ai Orange, je serai obligé de supporter une deuxième antenne. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans le PADD ou dans la réglementation d'urbain, on peut mettre une obligation de mutualisation des supports d'antenne? Non. La loi je pose la question. La loi ne le prévoit pas, hein, donc malheureusement. Ouais. Au contraire, elle a accéléré oui. les implantations.
Malheureusement, malheureusement, ou pas, en tout cas, le législateur a voulu accélérer dans le cadre du déploiement de la 5G. Et les opérateurs, effectivement, en ont profité. J'ai un cas très concret en tête au Manille-Régnier où ils se sont implantés et j'ai refusé. Parce qu'ils peuvent s'implanter aussi sur des parcelles privées où les sommes, je ne vous donne pas les montants parce qu'à la fin, on est arrivé à des sommes astronomiques. J'ai réussi à convaincre les propriétaires fonciers de ne pas y aller et finalement, alors ils ne sont pas implantés au Manille à côté de celles qui étaient déjà en place, ils sont implantés à Chanay, en limite des Manilles, à 50 mètres. Voilà, chez un propriétaire foncier. Et là, on ne peut pas refuser. Donc, on a aujourd'hui 2 antennes côte à côte, une au Manille, une à Chanay, à 50 mètres, pour 2 opérateurs différents. Et là, malheureusement, c'est la loi qu'il faut changer. Ce n'est pas les documents que nous, on approuve. C'est une bonne volonté, je pense, du législateur de dire on va accélérer le déploiement. Sauf que derrière, chacun veut être propriétaire de son réseau pour des raisons évidentes qu'on peut comprendre en termes de bilan. Maintenant, c'est pas sans poser de problème. Je suis d'accord. C'est au maire d'exiger effectivement que tous les ans il y ait le rapport annuel concernant les émissions. Enfin bon, vous connaissez le principe. Mais malheureusement, effectivement, on n'est pas maître dans cette démarche. Aviez-vous d'autres remarques? Oui, M. Benin, c'est toujours le même. Juste une petite question. Ça concerne les coupures dans l'agglomération. Parce que la commune de Saint-Tradégonde, qui a fait son PLU il y a 2-3 ans, on a été pendant 2 ans et demi en bis-bis avec l'État qui voulait nous expliquer que le canal du Clin, c'était une frontière et que les habitants qui habitaient de l'autre côté, ils n'étaient pas concernés dans l'urbanisme. Donc, ils nous ont serré le kiki puisqu'on n'a pas pu vendre nos parcelles. Maintenant, c'est fait, on n'en parle plus. C'est après 2022, par là. Alors, j'aimerais bien avoir des informations concernant cette coupure d'agglomération. Si c'est les canaux qui font les coupures d'agglomération, on en a quand même un paquet. Voilà. Je ne voudrais pas que ça recommence avec la commune de Saint-Tradégonde, qui on nous dise de l'autre côté du canal du Clin, ce n'est pas des habitants comme les autres. Ils ne pourront pas, point de vue urbanistique, s'implanter et implanter des choses qu'ils veulent. Voilà, donc on a eu gain de cause avec, je vous dis, après 2 ans et demi de bataille, puis bien aidé par la communauté de communes, bien sûr. Mais si dans notre PADD, on ne précise pas trop les choses, la commune de Saint-Tradégonde, si je suis toujours là, votera contre. On a déjà voté pour, mais quand on nous demandera de nous réexprimer, je pense qu'on n'aura sûrement pas le même succès. D'autant plus que tous les conseils sont battus. Il va y avoir 13 nouveaux élus. Il faudra tout expliquer, tout ça à nos élus. Donc, je vous dis tout de suite, précisons bien les choses sur la coupure d'agglomération. Merci, monsieur. Merci, mais là encore, on n'a pas de... On ne peut pas agir dans ce cadre-là, malheureusement. Simplement, c'est effectivement, sans dire qu'on est résilient. Et puis pour répondre, pour bien connaître le sujet de la rupture, c'est la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas ici que ça se décidera, c'est avec nos députés, éventuellement nos sénateurs, mais ce n'est pas évidemment au sein d'une communauté de communes qu'on va régler ce problème-là. C'est un constat aujourd'hui, voilà. Mais après, effectivement, il faut se rapprocher effectivement de nos élus au niveau législatif pour pouvoir changer les choses. Et ça ne rentre pas dans le PADD de toute façon. Et puis, il ne faut pas qu'on prenne le bâton pour se faire battre. Si on l'inscrit, après, au service de l'État, attention. Avez-vous d'autres remarques? Bon, écoutez, on peut considérer effectivement que le débat a eu lieu. On vous propose donc de clôturer le débat sur des orientations générales, de prendre acte, et puis de dire que la tenue du débat est formalisée par la présente délibération. Voilà. On le soumet. Non, c'est une prise d'acte. C'est juste une prise d'acte. Voilà. Merci. La 28e délibération, dans le cadre du programme LEADER, voilà, c'est donc l'animation du programme LEADER. Alors aujourd'hui, vous savez que dans le groupement d'action locale de la communauté de communes, il requiert donc une ingénierie territoriale qui est dédiée, c'est-à-dire que
nous avons donc un service qui travaille effectivement pour préparer nos dossiers donc, dans le cadre du programme européen Leader. Donc, pour les années 2025, 2026, 2027, cette personne, donc les missions qui sont assurées par ce cadre, peuvent être financées donc, justement dans le cadre du programme Leader. Hein, et les missions qui sont les siennes sont celles de l'animation donc, du groupement d'action locale, donc, effectivement, d'accompagner aussi les porteurs de projets dans la recherche de financement européen, de l'ingénierie financière de leurs projets, de constituer les demandes d'aide aussi. Hein. Le rôle donc, de ce service est de soutenir aussi les démarches de coopération interterritoriale et de transnationale. D'ailleurs, il y a la délibération suivante qui va nous le faire comprendre, et de suivre et d'évaluer également la mise en œuvre de cette stratégie. Et autre mission, conduire les actions de communication qui sont relatives aux interventions européennes sur le territoire. Alors aujourd'hui, donc, le financement donc, de cette dépense pour l'ingénierie, hein, il est estimé donc, à 72 997,75 €. Donc, dans les recettes, nous pouvons donc demander 80% de financement dans le cadre du programme LEADER pour 2023-2027. Hein, donc à hauteur de 58 398,20 €. Il restera à la charge de la communauté de communes, donc 20%, soit 14 599,55 €. Donc on vous demande d'approuver effectivement le projet, hein, donc de financement, donc enfin, pas tellement du service, mais de l'agent qui travaille dans ce service, de préciser qu'en cas de variation également du montant de l'aide FEDER, donc, on augmenterait, si nécessaire, l'autofinancement donc pour bien évidemment assurer donc, le fonctionnement du service, et puis autoriser, bien sûr, le président à signer le dossier de demande d'aide qui est donc au titre du programme Leader 2023-2027, et donc, bien sûr, de signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Je vous invite à voter pour, parce qu'autrement, l'agent qui est en plus dans la salle, s'il n'est plus payé demain, ça va faire bizarre. Voilà, donc, avez-vous des remarques? Ne nous passons pas des aides donc, qui viennent effectivement de Leader. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Donc, il est voté à l'unanimité. Donc, on peut être rassuré. Merci. Dans le programme Leader toujours, donc la 29e délibération, donc dans le cas des risques côtiers, donc, qui malheureusement aujourd'hui sont des choses qui nous interrogent et nous interpellent vraiment. Justement, la personne qui fait cette ingénierie nous propose et nous a proposé donc, au sein donc, du GAL donc, de mettre en œuvre effectivement une coopération interterritoriale. Hein, donc ce n'est pas forcément une obligation, mais c'est souhaité dans le cadre donc, du programme Leader que d'avoir effectivement une stratégie avec une coopération qui peut être interterritoriale ou même internationale, voire. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que dans le cadre des stratégies locales donc sur la gestion des risques littoraux, avec le golfe du Morbihan, notamment Vannes Agglomération, hein, et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, on pouvait avoir une démarche commune pour renforcer donc, l'acculturation collective aux risques côtiers. Donc, ce qui est proposé, c'est d'échanger, d'avoir un regard donc, porté sur la mobilité naturelle donc, du trait de côte, dépasser donc, notre vision interventionniste donc, de l'homme sur la nature et de transformer justement nos inquiétudes donc, en opportunités pour construire collectivement un avenir littoral durable. Alors ça nous importe au niveau, donc, bien sûr, des élus, mais également, il y a également le CODEF qui est dans la salle, je remercie de leur présence ce soir, et qui les intéresse fortement aussi dans le cadre des échanges avec, effectivement, le Conseil de développement, avec notre communauté de communes, et puis le pays donc, du golfe du Morbihan, le pays de Vannes. Donc voilà un petit peu ce qui nous est proposé. Donc ce projet s'appuiera donc dans différents domaines. Tout d'abord, il peut y avoir une approche artistique et culturelle innovante hein, en termes de coopération. Et puis une large implication, bien sûr, des usagers avec des tables rondes, effectivement des réunions entre nos communautés de communes hein, qui peuvent donc
dans lesquels on pourrait faire participer les habitants, des associations, des gens qui travaillent autour du tourisme, et puis également, bien sûr, comparer entre nos deux territoires, donc tout ce qui est favorable ou peut-être défavorable, pour justement essayer de construire quelque chose ensemble. Donc le plan de financement donc, prévisionnel de l'opération est le suivant. Donc une totale de dépenses de 21 376 €, hein, avec des recettes donc, qui pourraient donc, être aussi donc, programmées avec des subventions leaders pour 2023-2027 à hauteur de 17 101,28 € et avec un autofinancement pour la charge de la communauté de communes de 4 275,32 €. Donc voilà, on vous demande d'approuver effectivement déjà cette coopération et puis le plan de financement qui est joint. Et d'autoriser le président à déposer bien sûr la demande d'aide pour le programme LEADER et bien sûr de signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Avez-vous des remarques, si vous le souhaitez, intervenir? Je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant hein, entre notre communauté de communes et le pays de Vannes, Golfe du Morbihan. Pas de remarques particulières? Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci Dominique. Le point 30 concerne la signature d'un avenant au pacte territorial France Rénov'. Donc on a signé cette convention le 3 juin 25 avec bien sûr nos partenaires, donc l'État, l'ANA, et puis le CIDEV et le département de la Vendée. Le 23 juin, le gouvernement décide de suspendre, vous le savez, son aide MaPrimeRénov' pour finalement la rouvrir le 30 septembre 25, mais uniquement aux revenus très modestes et surtout avec une absence de visibilité pour 2026. Résultat, les demandes se sont effondrées et donc ça fragilise les acteurs économiques du secteur et surtout, ça ne permet pas de continuer le processus de rénovation des passoires thermiques. Donc le CIDEV a décidé d'augmenter en fait son aide financière pour recréer un effet levier auprès des personnes qui le souhaitent. Et donc on avait une aide fléchée sur la période de 25-29 qui était de 288 000 € par le CIDEV, qui serait portée à 350 500 €. Voilà, donc c'est l'objet de cet avenant, faire en sorte qu'on retrouve la dynamique qu'on avait un petit peu perdue avec ces effets d'annonce là tout l'été où il n'y a plus de dossiers, on arrête tout et puis finalement pour réouvrir ensuite ça a été un peu confus, ce qui explique aussi, je l'ai dit dans le cadre du budget, où on se retrouve avec des montants et des restes à réaliser, où on avait des demandes mais qui glissent sur cette année, ce qui est forcément en période difficile on va dire pour le secteur notamment je dirais de la rénovation, hein, tous les artisans, bien sûr, qui ont peut-être un peu moins de travail en ce moment, ça ne leur donne pas forcément une belle visibilité. Puis surtout, j'insiste, mais c'est que ça ne nous permet pas de rénover nos habitats anciens. Et ça, c'était pas forcément un mauvais signal. Donc tant mieux si nos partenaires nous aident pour maintenir, je dirais, ce guichet unique qui, vous avez dû recevoir d'ailleurs dans les mairies, je pense, de la part du service d'Aurélie, ou si ce n'est fait, ça ne va pas tarder. Le nombre d'accompagnements réalisés depuis l'ouverture du guichet avec les montants pour que vous puissiez prendre conscience du fait que c'est bien l'ensemble du territoire qui bénéficie de cette politique publique qui rencontrait jusqu'à présent en tout cas un beau succès. Voilà sur cet avenant. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que ce serait difficile de ne pas accepter. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Et puis le dernier point, c'est le programme d'aide à l'installation, vous savez, de médecins et de dentistes sur le territoire de la communauté de communes. Et là, c'est une attribution d'une aide financière pour le docteur Célia Joffre, qui est arrivé l'an dernier, enfin tout récemment, sur Luçon, à la maison de santé Esculape. Donc vous le savez, c'est un dispositif très contraint, avec une aide de toute façon qui est bloquée. Ça répond bien évidemment au contrat local de santé. On avait déjà eu l'occasion d'échanger sur le sujet. Et donc là, le montant qu'on vous proposerait de lui allouer, c'est 4 787 € et 1 centime dans le cadre de son installation. Donc c'est la 12e médecin qui est arrivée tout récemment et qui va également faire des permanences sur Saint-Michel-en-Lerme très prochainement avec son compère de Tavernier, mais qui est pour le moment, je crois, bloqué par des événements qu'on connaît, voilà. Il est en mission humanitaire, le pauvre, et je crois que c'est un peu compliqué pour lui, pour revenir. Voilà. Il est influenceur à Dubaï.
Il n'est pas à Dubaï, non, au contraire, il était dans un... Non, je crois que c'était en Irak, et mission humanitaire, et je pense que... Bref, je ne vais pas raconter la vie des uns et des autres ici, mais toujours est-il qu'il arrive, Eric, hein, à Saint-Michel, tu vois, décidément, ils arrivent, les médecins. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette aide? Pas de questions, est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Avant de clore ce dernier conseil communautaire, j'ai une intervention à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y a une intervention, Cédric souhaite faire une intervention, mais est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On va peut-être te donner un micro, par contre, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Chers collègues, je voulais vous passer un message ce soir qui se veut bienveillant et une base de réflexion. L'année prochaine, notre communauté de communes entrera donc dans sa 10e année d'existence. On peut apprécier que la fusion ait fonctionné, qu'elle a apporté stabilité et structuré et rassuré tout le monde. Aujourd'hui, l'avenir est donc devant nous. Le conseil communautaire de ce soir le prouve. Les grandes réflexions arrivent maintenant dans des phases de concrétisation. Dans quelques semaines, près de 40% des exécutifs municipaux seront renouvelés, selon les chiffres donnés. En 2020, nous approchions des 50%. Le temps passe, les équipes changent et les visions évoluent, nos ambitions territoriales aussi. Nous sommes donc passés de 4 anciens territoires à une seule communauté commune. Nous sommes donc plus dans le temps de la protection des équilibres initiaux, nous sommes plutôt dans le temps de la construction commune. Et pourtant, dans quelques semaines, nous allons revenir sur une base que nous avons déjà acceptée tous, la charte de gouvernance. Cette charte de gouvernance, elle a été souhaitée dans le cadre d'une fusion. Cette charte est non opposable juridiquement, mais politiquement déterminante pour nos territoires. Alors ce soir, je voudrais poser une question simple. Est-ce que cette charte ne mérite pas, dans les mois à venir, d'avoir une réflexion globale pour passer des représentations en fonction d'un passé institutionnel pour offrir plus d'espace de réflexion élargi? Je ne vous propose pas d'entrer dans une réflexion pour changer les règles maintenant. Je ne propose pas de bouleverser le cadre à quelques semaines d'un scrutin. Je vous propose d'ouvrir le débat à l'heure des projets et des programmes, à l'heure où les futurs élus devront choisir une direction commune. Cette réflexion se base sur une chose simple. Si nous voulons donner du sens à notre communauté, nous devons, à mon sens, et nous devons franchir une étape supplémentaire dans la maturité de notre intercommunalité. Merci Cédric. Alors je ne vais pas répondre ce soir, si ce n'est d'un point de vue purement, on va dire, institutionnel. Vous le savez, la charte de gouvernance, les futurs élus pourront la retravailler dans les 9 mois qui suivent en fait l'installation du conseil communautaire, ce qui avait été fait effectivement en 2021 avec celle qu'on connaît et comme tu l'as dit, votée par nous-mêmes ici et qui donc effectivement est censée s'appliquer, alors pas juridiquement, mais il y a quand même un engagement politique, puisque je vous rappelle que c'est une volonté de cette assemblée délibérante. Voilà. Mais pour répondre à ta question, c'est envisageable 9 mois, dans les 9 mois qui suivent le renouvellement du conseil communautaire. Voilà, merci pour cette intervention. Alors, je vais clore, hein, je vais être assez court, hein, vous me connaissez, mais je ne peux pas terminer cette ultime séance sans prendre la parole. Donc, on n'est pas sur un conseil communautaire forcément comme les autres. On vient de voter des budgets solides, responsables et ambitieux. Alors au-delà des chiffres, ce qu'on vient d'adapter ce soir, c'est une confiance. La confiance dans notre territoire, la confiance dans notre capacité collective à avancer. Au fil des années, Sud-Vendée Littoral s'est construite. Elle s'est cherchée parfois, elle s'est affirmée souvent, et elle s'est consolidée progressivement. Je salue le travail conduit au cours de ce mandat, comme celui qui l'a précédé. Les présidences successives, les exécutifs et l'ensemble des élus ont contribué à poser les bases solides dont nous disposons aujourd'hui. Rien n'est tombé du ciel, tout a été débattu, discuté parfois âprement, mais toujours avec une conviction partagée, servir notre territoire. Et je crois que nous pouvons le dire avec sincérité, notre intercommunalité a grandi. Elle n'est plus fragile, elle est crédible, elle est respectée. Et parce qu'elle est plus forte, elle peut regarder l'avenir avec ambition. Nous avons les fondations, à nous de porter l'élan. Je veux maintenant m'adresser à celles et ceux
qui, ce soir, achèvent leur engagement. Être élu communautaire, c'est accepter de dépasser sa commune, de penser plus large, parfois de renoncer à l'intérêt immédiat pour le bien commun. Cela demande du temps, de l'énergie, du courage, et votre engagement a contribué à façonner ce que nous sommes aujourd'hui. Et cela mérite bien plus qu'un simple remerciement formel. Je vous proposerai donc, à l'issue de mon propos, et juste après une toute petite surprise qui sera projetée sur l'écran, de nous rejoindre, voilà, pour une petite photo souvenir et une petite remise voilà, de petites choses qui vont bien du territoire. Je veux également vous remercier, chers collègues, pour la confiance que vous m'avez accordée dans l'exercice de la présidence ces derniers mois. Présider une interco, ce n'est pas diriger seul. C'est écouter, c'est arbitrer, c'est parfois douter, mais c'est surtout compter sur un collectif. Et je veux saluer ici le travail remarquable de nos agents. Ce sont eux qui, chaque jour, traduisent nos décisions en actions concrètes. Ils sont la force silencieuse de notre communauté. Les semaines qui viennent seront importantes pour nos communes, mais au-delà des échéances électorales, je veux redire une chose simple. Notre intercommunauté ne repose pas sur une personne, elle repose sur un esprit de responsabilité, un esprit d'équilibre et un esprit de respect. Sud-Vendée Littoral a grandi, elle est prête, à nous d'en être dignes, à nous d'écrire la suite avec exigence et confiance. Merci beaucoup.